Bonjour, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2025. Toute l'équipe d'Alès Aglo l'émission se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux. Voici tout de suite le sommaire de ce deuxième numéro. Ce mois-ci, la rubrique Zoom sur vous emmène dans les coulisses de Night Up, une entreprise alésienne qui co-signe une tente de toit avec Decathlon. Puis, dans l'écho de l'écho, Roxane Wittmer sera sur le plateau pour parler de l'essor de Senfas, qui à Méjanes-Alès fabrique, distribue et importe des produits bio. Le jeune talent d'ici, Luis Amador, 17 ans pratiquant de freestyle et de tricking, présentera sa discipline lors d'une interview. Enfin, nous ferons un point agenda et notamment sur la compétition à l'extrême qui aura lieu les 25 et 26 janvier. Bonjour Christophe Rivinck. Bonjour Laura. Excellente année 2025. Merci à vous également et à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Je vous souhaite une belle et bonne année 2025, pleine de joie, de santé surtout, et de bonheur pour cette nouvelle année. Par les temps difficiles, c'est important. Oui, avant la cérémonie des vœux qui se tiendra le 15 janvier, puisque à Alès et pour l'agglomération, la cérémonie des vœux est maintenue, contrairement à certaines collectivités. J'imagine que vous voulez adresser un petit mot aux gens qui nous regardent pour cette nouvelle année 2025. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Les mois que nous venons de vivre, les mois qui sont devant nous ne sont pas très, très encourageants. On l'a vu notamment sur l'évolution négative de la consommation. C'est vrai que les Françaises et les Français voient ce qui se passe ici et principalement d'ailleurs ailleurs dans le monde avec un peu d'inquiétude. Et ça se ressent aussi, on va dire, sur l'état d'esprit de tout un chacun. C'est pour ça que j'ai souhaité conserver ce moment important de l'année, des vœux à la population et aux forces vives d'Alès Agglomération qui auront lieu le 15 janvier, comme c'est le cas depuis de très nombreuses années au Parc des Expositions, parce que ça me paraît important d'avoir ce moment de rencontre, ces moments d'échange. C'est pas le moment de rester seul chez soi, c'est le moment d'aller se rencontrer, voilà. Et puis je le rappelle, même si j'ai demandé d'ailleurs au service de faire des économies sur ces vœux, tout ça se fait dans une salle de l'agglomération, au Parc des Expositions, et puis ça nous permet aussi de faire vivre nos producteurs locaux, puisque vous savez que nous servons les vins et les bières produites sur le territoire, et ça me paraissait important aujourd'hui de maintenir ce moment de convivialité. Alors, le début de la nouvelle année, c'est l'occasion de se fixer des bonnes résolutions pour tenter de devenir une meilleure version de soi-même et pourquoi pas aussi devenir un meilleur citoyen. Les grands Alésiens, en tout cas, eux, sont très inspirés. Voici leurs bonnes résolutions citoyennes pour 2025. Se respecter les uns les autres. Faire du bénévolat, c'est prévu avec des associations déjà, et plus de tri sélectif. Trier le plastique, du verre, de l'aluminium, des choses comme ça. De ne pas jeter les papiers par terre ou laisser son chien faire ses besoins sur les trottoirs. Pourquoi pas m'inclure dans une association qui viendrait en aide à certains jeunes. En 2025, pour moins de pollution sur Alès, on devrait marcher et prendre les bus verts. Peut-être du covoiturage, pour les économies, pour la pollution. Je préfère acheter local. Pas sur Internet. Bien sûr, on consomme local. Moi, je suis pas dans la... Pourtant, c'est la génération, mais moi, je suis pas du tout achat Internet, Amazon et tout ça. Voilà. C'est plus intéressant de faire vivre les gens qui sont autour de nous, qui produisent eux-mêmes, voilà, plutôt que dans les grandes surfaces. Ce qui serait bien, c'est que les Français aient un peu plus de sourire. Alors le tri, consommer local, prendre les transports, est-ce que c'est ça pour vous, être tous acteurs de notre avenir ? C'est le thème de ces vœux 2025 ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je suis très heureux de voir que les habitants d'Alès Agglomération interrogés partent sur ces thématiques. Participer aux associations, c'est très important. Mieux trier, c'est primordial. Acheter local, c'est essentiel. Et donc, je suis très heureux. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment cette année, dans une année compliquée. On ne va pas y revenir particulièrement aujourd'hui. J'ai l'occasion sur mon Facebook Live de le développer. Et puis, partout où j'interviens sur les difficultés des finances publiques des collectivités locales. On attend d'ailleurs le projet de loi de finances avec impatience pour savoir comment nous serons traités cette année 2025. En tout état de cause, on s'aperçoit que l'avenir d'un territoire se prépare en étant tous acteurs de ce territoire, que ce soit dans le monde associatif, ça a été dit, mais aussi au niveau des gestes citoyens. Le maire d'Alès a lancé dernièrement une campagne de communication sur le stationnement, sur les agressions au volant les uns envers les autres, sur les déjections canines. Ça me paraît très important aujourd'hui si on veut continuer à faire du territoire d'Alès Agglomération le plus bel endroit du monde. C'est en tout cas ce que je pense pour ma part, en tout cas celui où on vit le mieux, et en tout cas de France. Il faut qu'on participe tous, donc être tous acteurs, ça me paraît essentiel pour répondre aux enjeux du monde, et surtout peut-être, c'est malheureux, mais aussi pas se replier sur soi, mais trouver le bonheur à vivre sur un territoire à taille humaine comme le nôtre. Il y a d'autres en France, je le dis, mais c'est vrai que le nôtre, ça reste quand même le plus beau. Quels sont les grands temps forts de cette année 2025, les grands chantiers ?
Les grands chantiers, il y en a beaucoup dans l'eau, dans l'assainissement, où il va falloir continuer à rénover nos réseaux. Il va y avoir, bien sûr, la rénovation urbaine qui va se poursuivre, alors principalement sur la ville d'Alès, puisque c'est décidé par l'État, mais la Grand Rue Jean Moulin, Rochebelle, les Prés Saint-Jean, voilà. Il va y avoir aussi, mais ça c'est la ville d'Alès, l'inauguration du marché de l'abbaye, très attendu. Rénové, très attendu, avec le parking qui sera rouvert. On est à temps encore aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de travaux aussi sur les quartiers. On sait l'état des routes, on sait qu'avec le maire, avec Max Roustan, nous, dans les réunions de quartier, nouveau format que nous avons mis en place il y a maintenant 3 mois, qui vont se poursuivre chaque mois un quartier, on voit les attentes de la population, qui sont souvent des attentes de proximité, des problèmes de vitesse, et vous savez que c'est très compliqué, c'est un enjeu majeur, des problèmes d'éclairage, des problèmes de sécurité, là aussi, on va continuer, on va créer par exemple et mettre en place une brigade de nuit de la police municipale. Le maire l'a annoncé lors de l'inauguration il y a quelques mois du nouveau poste de police municipale, c'est quasiment 10% du budget de la ville, la sécurité, la santé, avec le lancement de la rénovation des urgences, la création de nouvelles maisons médicales de garde. On travaille sur des centres de soins non programmés. Voilà, il y a beaucoup de thématiques. Il va y avoir l'ouverture aussi de la nouvelle déchetterie. Ça s'appelle un centre de tri multiflux maintenant à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Voilà, il y a beaucoup de projets. J'aurai l'occasion de le développer un petit peu à l'occasion des vœux, même si ça ne sera pas un catalogue à la Prévert, ce sera, je pense, des vœux pour une fois un peu plus politique au sens noble du terme, c'est-à-dire politique territoriale que je prononcerai. Et donc voilà. Tout ça participe au bien vivre sur un territoire. Et justement, au 1er janvier, l'INSEE a publié ces nouveaux chiffres qui montrent une dynamique impressionnante sur le territoire et sur le bassin grand-alésien. Et oui, et pour moi, c'est quasiment la meilleure nouvelle depuis de très nombreuses années, puisqu'au 1er janvier 2025, depuis 4-5 jours, nous sommes plus de 45 000 habitants, nous sommes plus nombreux que le précédent record du nombre d'habitants d'Alès dans les années 70, mais surtout, ce qui est important à noter, et c'est ce qui fait notre fierté, et c'est cet engagement de 30 ans de rénovation de cette ville de Max Roustan et de son équipe, c'est qu'en 95, quand Max Roustan a été élu maire, nous étions la ville qui perdait le plus d'habitants en France, et en 2025, au moment où nous allons fêter les 30 années de mandat, nous sommes la seconde ville après les Sables d'Olonne de plus de 45 000 habitants qui gagne le nombre d'habitants avec 2% de croissance sur ces 6 dernières années. 5 000 habitants de plus sur ce mandat, 5 500, c'est énormissime. Oui, et c'est pour moi la concrétisation du changement d'image totale de cette ville. C'est vraiment la concrétisation de tout ce travail colossal fait ces 30 dernières années. Alors justement, j'accueille un invité exceptionnel sur cette émission, Max Roustan, le maire d'Alès, qui va venir nous en parler. Bonjour. Bonjour. Vous allez fêter vos 30 ans de mandat cette année. Il y aura notamment une célébration prévue, une fête pour ces 30 ans de mandat, le 22 février, je crois. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 ans de mandat, monsieur Max Roustan ? On a combien de temps? Donc, d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne année quand même aux Alésiens. Dans ces temps d'aujourd'hui, comme disait Christophe tout à l'heure, je crois que c'est important. Écoutez, qu'est-ce que je retiens? Mon Dieu. Je retiens qu'on est arrivé en 95 avec une ville qui était en désarroi, qui perdait 4000 habitants, avec beaucoup de fierté, évidemment, aujourd'hui, 5000 habitants de plus. C'est quand même, personnellement, une réussite énorme, mais que je dois aussi à cette participation avec les Alésiens. Je crois qu'en permanence, ce contact avec les Alésiens a été important pour faire évoluer la ville, dans le bon sens, que ce soit les médiathèques, que ce soit le théâtre, que ce soit, etc., le sport. Tous ces domaines-là ont été, grâce à eux aussi, des pousseurs de projets. On l'a vu dans le cadre des États généraux du cœur de ville, le premier qui a été fait en France d'ailleurs, où on a demandé à la population quel territoire, quelle ville vous voulez pour demain. Et ils ont répondu, je crois que plus de 800 heures de travail, etc., où ils ont participé, nous a permis de retenir une trentaine de positions à mettre en route. Et on est en train de faire les dernières, d'ailleurs, soit la rue Chamboulin, soit la rénovation urbaine. Il nous manquera d'ailleurs que la gare, monsieur le président de l'Aglo, mon premier adjoint, il nous manquera que la gare routière et la gare SNCF, avec les problèmes qu'on a avec la SNCF, qui nous a bien retardé d'ailleurs.
Oui, au niveau économique aussi, je pense que le choix de 95, on aura l'occasion de développer tout ça. Oui, il y a beaucoup à dire. Sur la rénovation industrielle a permis quand même d'avoir des résultats assez exceptionnels, puisque si les chiffres démographiques étaient très bas en 95, les chiffres de chômage malheureusement étaient très hauts, avec 25%. Aujourd'hui, le chômage a été divisé par 2 en 30 ans aussi, et ça, c'est le fruit de ce travail on l'avait décidé au départ, d'ailleurs, c'était de partir sur 3 principes, l'économie, la culture, le sport. Oui, c'était un choix osé à l'époque. Et là, on a commencé par le pôle mécanique, qui a été la première décision qui a été prise, et ensuite de monter le guichet unique, etc., tout ce qui vient avec, on aura le temps de le développer en d'autres sites, sûrement, où on aura plus de temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du 22 février ? Écoutez, le 22 février, j'ai souhaité évidemment que ces 30 ans qui ont marqué ma vie et qui ont marqué la vie des Alésiens est un côté particulier. Donc on a souhaité évidemment faire un petit cours de mémoire, à savoir justement sur ces 30 ans, le déroulement de ces 30 ans, de quelle manière ça s'est fait, comment ça s'est fait et ce qui a été fait. Donc vous aurez une exposition, vous aurez un beau discours, évidemment, un beau discours, vous aurez des manifestations, toute la journée sera occupée, évidemment, pour ces 30 ans, avec surtout la mémoire. Et puis, beaucoup de choses, vous le verrez, c'est une surprise, il ne faut pas tout dire. Donc tous les grands Alésiens sont invités à participer à cet événement le 22 février. Tous les Alésiens... et même les voisins d'à côté. Et même moi, puisque j'étais quand même président de la groupe pendant 25 ans aussi. Président fondateur. Voilà, et fondateur. Ouais, et puis c'est surtout aussi voulu par Max Roustan, comme souvent, puisque une des fiertés aussi de la ville d'Alès, et les Alésiens nous l'ont dit pendant ces fêtes, c'est les animations nombreuses qui créent justement cette société d'Alès. Il y aura des moments festifs de joie ce 22 février. C'est aussi l'occasion, dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment, très, très inquiet, de vivre ensemble et de faire la fête. C'est aussi globalement se mettre... un bon moral. Et c'est tout l'idée aussi, c'est-à-dire c'est de travailler vraiment sur le moral. C'est important aussi, parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui où il y a du monde de partout. On l'a vu cette année pour les feux d'artifice, pour toutes les festivités, semaine Sevenol, etc., Feria. Mais il faut penser qu'au départ, il y a 30 ans, on faisait des manifestations avec 10 personnes. Et il n'y avait pas une terrasse de café sur Alès, il n'y en avait qu'une. Il y avait 2 terrasses de café, le Cambrinus et l'Empire. Et le Cristal. Et l'Empire. Et le Cristal est venu après. Oui, c'est vrai. C'est venu après. Donc on avait une ville quand même qui était refermée sur elle-même. Les gens ne sortaient pas trop, pour des raisons qui sont les leurs. Mais on est arrivé avec le temps, jour après jour, à les motiver à sortir de leur maison et à quitter ce qu'on fait aujourd'hui, la télé. Et puis je crois qu'au-dessus, enfin on aura l'occasion là aussi d'en reparler, mais... l'image de la ville d'Alès a terriblement changé. C'est vrai, les chiffres démographiques le montrent, mais ce travail de transformation, comme quoi dans la vie, il n'y a rien d'inéluctable. Vous savez, nous avons avec Max Roustan un proverbe de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Et c'est vrai que quand, en 95, le projet pour Alès, présenté par Max Roustan, qui nous a donc conduit à ce que Max Roustan soit élu maire en 95, c'était une folie. C'est une folie. Ah oui. Et je crois que ça guide notre action de 30 ans, c'est-à-dire vraiment essayer et garder ce petit temps d'avance aujourd'hui qui fait de ce territoire le sud ingénieux. Et tout est coordonné, toute cette action politique, et ce sera l'occasion aussi de le montrer, était coordonné à un sens. On ne fait rien par hasard. Voilà, tout est coordonné par un sens. Et le maire l'a dit, et je voudrais insister, parce que ça, c'est une invention et une volonté de Max Roustan, entre autres choses, ça a été la consultation de la population. Nous avons été la première ville à consulter par téléphone la population pour savoir ce qu'il y a. Et tout ça, c'est vraiment la démocratie participative. C'est aussi une des valeurs de ce territoire. D'autres l'ont fait depuis ou tenté de le faire depuis. Nous, c'était ce petit temps d'avance qui faisait qu'on a été les premiers parmi beaucoup de choses à faire. Ce sera l'occasion aussi d'expliquer comment beaucoup de choses et qui nous a permis cette année d'être notamment avec Alès Aglo, Seine des Mondes, une ville, un pôle culturel, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. On va se régaler le 22 février. Ça sera un moment déjà de concorde et de partage. Oui. Mais merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été présents aujourd'hui pour ce second numéro. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom sur.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entreprise Nightop démarre très bien l'année 2025. La marque alésienne co-signe une tente de toit pour les voitures avec Quechua et fabrique entièrement le produit à Alès pour le distribuer dans tous les magasins Decathlon d'Europe. Une belle opportunité pour Nightop et une force aussi pour le bassin alésien. Elle illustre parfaitement l'ingéniosité à l'alésienne. L'entreprise Nightop développe et fabrique à Alès des tentes de toit éco-conçues. Installées en seulement quelques secondes, elles permettent de dormir confortablement sur sa voiture, ce qui rend le tourisme itinérant possible, même sans camping-car. L'entreprise alésienne a été fondée en 2007 par Patrice Brochier et Christian Soto, deux amis passionnés d'activités de plein air. Incubée à l'IMT Minalès, puis accompagnée par l'agence économique Alès Myriapolis, Nightop emploie maintenant 19 personnes. Le fabricant est devenu une référence auprès des sportifs et voyageurs itinérants grâce à ses 4 modèles de tentes de toit, aussi commercialisés en Belgique et en Suisse. Sa dernière grosse actu, c'est que Nightop collabore maintenant avec Decathlon. Le numéro 1 mondial de la distribution d'articles de sport s'est rapproché de Nightop en 2021, séduit par son savoir-faire innovant et par ses valeurs. C'est là où ils nous ont contactés pour nous proposer de participer à des workshops de réflexion sur les produits du futur dans l'univers de camping et des véhicules. Et on s'est rendu compte que franchement, ça serait dommage de ne pas arriver à travailler ensemble. Puisqu'ils voulaient aller vers la tente de toit, nous on était quand même assez experts, deux entreprises françaises. Donc on a commencé à réfléchir et on s'est dit bon, pour commencer, on peut imaginer de co-développer des modèles de tente de toit et en fonction de ce co-développement, tout ce qu'on aura inventé ensemble, on pourra l'utiliser chacun de notre côté. Finalement, après 1 an à travailler ensemble sur des prototypes, la coproduction d'une tente de toit apparaît aux 2 entreprises françaises comme la solution idéale pour ne pas se faire concurrence. Une belle opportunité et une grande reconnaissance pour Nightop, puisque Decathlon ne co-signe jamais de produits avec d'autres marques, préférant internaliser. Ce modèle co-brandé combine les meilleures technologies des 2 marques. La toile occultante et respirante Fresh & Black de Quechua et les systèmes de fixation rapide et de ventilation passive brevetés par Nightop. Il conserve aussi l'identité des modèles de Nightop avec une coque rigide inclinée très reconnaissable. Mais ce n'est pas tout. La cinématique de cette tente est révolutionnaire puisqu'il n'y a aucune cinématique sur le marché de la tente de toit qui intègre des ciseaux comme ça. Le gros intérêt, c'est la compacité. Une fois sur le véhicule, on réduit l'empattement, l'encombrement de la tente sur le véhicule du fait qu'on a les 2 planchers latéraux qui se déploient de chaque côté du véhicule. Ça nous permet d'avoir du coup une tente qui est bien adaptée à même des petits véhicules et avec une hauteur de 18 cm qui rajoute de la compacité justement à cette tente. Pour pouvoir collaborer avec Decathlon, Nightop a dû se plier à certains critères très spécifiques. Nightop a passé 2 audits de certification, un sur la qualité, sur la maîtrise de l'organisation, maîtrise de la qualité, et un sur la gestion des ressources humaines. Donc ces 2 audits ont été passés en 2023 et qu'on a réussi. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être fournisseur officiel de Decathlon et de pouvoir maintenant passer à la fabrication et à l'expédition. Cette collaboration est également un défi pour Nightop qui doit intégrer toute la chaîne de fabrication en interne. Les premières tentes de toit co-signées Nightop et Quechua ont quitté l'entrepôt alésien au début du mois de décembre pour être distribuées dans tous les Decathlons d'Europe. On poursuit cette émission avec une autre entreprise du territoire qui est en plein essor dans la rubrique économique L'écho de l'écho. Je suis avec Roxane Wittmer, responsable communication et marketing chez Senfas. Bonjour Roxane, merci d'être avec nous. Bonjour Laura. Alors pour la présenter rapidement, Senfas est une PME importante pour le bassin alésien car elle s'est imposée sur le marché du bio ces dernières années en tant que fabricant, transformateur et distributeur de produits bio. Elle génère 40 millions de chiffres d'affaires annuels et emploie 45 personnes dans la zone économique de Méjeanne-les-Alès. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, exactement. Alors il me semble que 2025, c'est une année vraiment charnière pour Senfas parce que l'entreprise a investi 6 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce projet, Roxane ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un projet d'agrandissement qui a commencé déjà il y a 2 mois. Le but étant de doubler notre capacité de stockage actuelle. Je crois qu'on va même faire 2 fois et demi plus grand que ce qu'on a actuellement à Méjeanne-les-Alès.
Donc il y aura plusieurs espaces de stockage, donc à température ambiante. Il y aura aussi des espaces réfrigérés, donc des frigos à moins 4 degrés. Il y aura également un atelier de recondition qui va être mis en place pour faire tout ce qui est reconditionnement de produits pour nos clients, etc. Et vraiment, le but, c'est vraiment de pousser les murs, parce que là, on commence un petit peu à être à l'étroit chez Senfas, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire vraiment que l'entreprise se porte bien. Les commandes sont en croissance permanente. Donc l'entreprise se porte bien, malgré un contexte économique et social, on sait, qui est un petit peu compliqué en ce moment. Donc une bonne chose que notre entreprise se porte bien. Est-ce que grâce à cet investissement, on peut espérer voir de nouveaux produits émerger sur le marché, arriver chez vous ? Est-ce qu'il y a peut-être déjà des nouveautés même prévues pour 2025 ? Oui, bien sûr. Là, tout récemment, vous faites bien d'en parler, on vient de lancer notre nouvelle pâte à tartiner à base de cacahuètes. Qui est primée en plus ? Qui a été primée, oui, exactement, récemment. Donc à base de cacahuètes d'arachide. C'est un petit peu dans l'air du temps. Petit à petit, on se fait un petit peu influencer par nos voisins anglo-saxons et les américains, à travers des séries, etc. On voit toujours le héros se tartiner une tranche de peanut butter ou quelque part. Donc on a voulu un petit peu créer ce produit, mais en ajoutant quand même un petit peu de sucre, quelque chose d'un petit peu plus gourmand, qui rappelle un petit peu les pâtes à tartiner qu'on peut trouver chocolatées, auxquelles on est habitué en France. Et avec une petite pointe de sel, un peu de vanille, donc vraiment un très bon produit qui a été très apprécié. On a prévu aussi de développer des produits à base de légumineuses, parce qu'on pense que vraiment c'est des produits qui vont plaire et de demain. Donc en tout cas, on a plein d'innovations en cours. On travaille beaucoup avec notre ingénieur recherche et développement, et vraiment c'est une des valeurs de Senfas. Vraiment, on a à cœur de chaque année proposer de nouveaux produits, proposer une nouvelle innovation. Donc on espère vraiment séduire et puis répondre aux attentes des consommateurs. Est-ce qu'on peut revenir sur ce prix ? Il a été donné par qui ? Comment ça fonctionne ? Vous avez posé une candidature, vous avez été repéré parce que l'entreprise du coup s'est fait une place importante sur le marché bio. Comment ça s'est passé ? Oui, alors en fait c'est un produit, donc un prix qui est organisé par Biotopia. Donc notre produit en fait a été envoyé à plus de 100 consommateurs bio, et donc ils donnent une note sur notre produit. Donc ils vont évaluer à la fois la texture, la saveur du produit, le packaging, l'aspect visuel. Vraiment, je crois qu'il y a 5 notations, et il faut qu'on ait une note supérieure à 16 sur 20 pour obtenir et être élu meilleur produit bio 2025. Et donc on a décroché ce prix avec une très belle note de 16,5 je crois sur 20. Donc on est très contents. Et c'est pas tout, en plus on essaye de développer l'export depuis peu, et on a également présenté ce produit sous une nouvelle marque qui s'appelle The French Foodie, dédiée à l'export. Et donc on est allé à un salon en Angleterre qui s'appelle le Plant-Based World Expo, spécialisé dans les produits végétaux, et on a présenté ce même produit donc sous la marque dont je vous parlais, et qui a été primé du Platinum Excellence Award. Donc c'est vraiment la plus haute catégorie. Donc on est assez fiers finalement avec notre petit produit Frenchie d'être allé entre guillemets détrôner le peanut butter des Anglais. Oui, tout à fait. Vous exportez du coup en Europe, dans le monde En Europe. Pour l'instant, on se concentre sur l'Europe. On essaie vraiment de vendre nos produits peut-être en Angleterre. En Allemagne, on commence, en Espagne, Suisse, Pays-Bas, un peu les pays limitrophes finalement de la France. Mais petit à petit, on espère vraiment développer cette partie-là. Est-ce que la force de vos produits, c'est le local ? Parce que je crois que c'est une valeur importante pour Senfas. Oui, tout à fait. Le fabriqué en France. Donc, on a nos ateliers qui sont situés à Saint-Privat-des-Vieux, à côté de Alès. Donc, on fabrique nous-mêmes nos propres produits. Après, on essaye, dans la mesure du possible, d'utiliser des produits origine France. C'est le cas notamment pour certaines légumineuses. Les graines aussi sont origine France, qu'on utilise pour nos produits. Il y a également les céréales, le riz qui viennent de Camargue. Donc on essaye dans la mesure du possible de privilégier les France, parce que c'est une valeur qui nous tient à cœur. Et bien sûr, les produits sont fabriqués dans notre atelier, donc on prône le Made in France. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, ces produits ? Comment est-ce qu'ils sont distribués ? Alors on est distribué dans les magasins spécialisés bio. Par exemple sur Alès, vous allez nous retrouver chez La Vie Claire, Sobio, Marcel et Fils, Biocop. Mais il y a aussi également, on peut nous retrouver chez certains magasins indépendants.
Et bien sûr aussi les sites de e-commerce en ligne, Greenwiz, La Fourche, Official Vegan Shop pour ne citer que, enfin voilà. Super, merci beaucoup de nous avoir présenté Senfast. C'est une très belle entreprise, en tout cas, du bassin alésien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roxane. Tout de suite, les dernières infos du territoire dans la rubrique Actu. Les grands travaux engagés à Alès entrent dans une nouvelle phase. Ce mardi 3 décembre, Jérôme Bonnet, préfet du Gard, a procédé à une revue des projets engagés dans le cadre du NPNRU. Accompagné du maire Max Roustan et du président d'Alès Agglomération Christophe Rivinc, il a d'abord pu poser une première pierre dans le Faubourg du Soleil. Porté par La Foncière Logement, cet ensemble de 21 appartements marque la première étape de la reconstruction de ce quartier historique. La visite a continué dans la Grand Rue Jean Moulin. Alors qu'une première tranche des travaux est achevée, la deuxième est déjà lancée et suit son cours en parallèle des rénovations d'immeubles portées par Logis Sévenol. L'intérêt de venir, c'est d'abord de constater de visu une réelle avancée. Je pense qu'on peut voir effectivement que pour les habitants, cela se concrétise. C'est sans doute des mois de travaux, c'est des mois d'attente, mais on voit que tout ça a du sens et que donc notamment ces financements au titre de la rénovation urbaine voient leur concrétisation sur un bon projet, parce que le projet alésien est un projet qui est extrêmement bien conduit, avec une vraie vision, et donc ça embarque tous les intervenants de façon tout à fait positive. Au total, pas moins de 180 millions d'euros sont investis dans le cadre du NPNRU pour donner un nouveau visage à la ville d'Alès. Nous sommes à l'heure par rapport aux engagements pris sur le planning, bien sûr dans la Grand Rue Jean Moulin, mais également dans le Faubourg du Soleil, sur les Prés Saint-Jean où les travaux de la deuxième phase vont débuter dans quelques jours avec la démolition de tours, avec le lancement de la zone d'activité économique. Donc voilà, moi je peux que me féliciter d'avoir ces travaux qui sont à jour, parce que c'est de la gêne pour les habitants, mais c'est aussi beaucoup de plaisir pour eux que je rencontre assez régulièrement et qui montrent que notamment cette renaturation ici de la Grand Rue Jean Moulin, qui est assez exceptionnelle, améliore considérablement en plein cœur de ville la qualité de la vie. Par ailleurs, la deuxième phase des travaux de la Grand Rue Jean Moulin doit s'achever à la mi-février 2025. La rénovation des halles de l'abbaye d'Alès et de son parking souterrain bat son plein. Ce jeudi 12 décembre était une date importante pour le chantier. Dans la matinée, la charpente de l'ancienne verrière a été démantelée, puis descendue à l'aide d'une grue. Plus tard dans la journée, le nouveau dôme est venu la remplacer. Une opération qui demandait beaucoup de précision et d'importants moyens techniques. Cette étape du chantier est très symbolique car la verrière façonne le quartier des Halles de l'Abbaye depuis une trentaine d'années. À l'intérieur, on peut commencer à deviner les futurs stands. La nouveauté, c'est que certaines boutiques seront traversantes, c'est-à-dire ouvertes sur l'extérieur. Au sous-sol, les dalles du parking souterrain sont en train d'être consolidées. Pour rappel, le parking avait été fermé à la demande de l'État et du sous-préfet en raison de fragilité. Pour y remédier, 15 000 tiges en fer ont été insérées dans la structure et seront prochainement recouvertes par de nouvelles dalles en béton. La livraison du marché ainsi que des 3 niveaux du parking est prévue au mois de juin 2025. Le nouveau visage de Mairie Prime a été dévoilé. Nous allons solennellement couper le ruban de la rénovation de ce bâtiment. Ce samedi 14 décembre, le maire et ses adjoints ont procédé à une visite de ce centre névralgique des démarches administratives. 20 ans qu'on avait fait de première, évidemment, réhabilitation de ce bâtiment, qui, je vous rappelle, était le Crédit Agricole à l'époque. Donc on a refait l'accueil et on le remet au bout du jour aujourd'hui. Vous avez remarqué que beaucoup d'innovations sont dans cet établissement. L'accueil de l'handicap, l'informatique à tous les postes, les tableurs un peu partout qui vous permettent évidemment, tranquillement, tout seul, de vous renseigner à tout moment sur ce qui se passe sur la ville, etc. Les usagers y retrouvent notamment l'état civil, l'urbanisme, le service carte d'identité et passeport, ainsi que la réal, les démarches scolaires et périscolaires, un pôle numérique et enfin le CCAS. Toutes les formes de handicap ont été prises en compte avec bien sûr l'état du bâtiment qui est ancien, mais notamment qu'on soit malvoyant, qu'on soit difficulté de mobilité, qu'on soit déficient auditif. Ici, il y a tous les services, les boucles auditives, les accueils rabaissés, le personnel formé, le braille, effectivement, pour certains documents. Donc voilà, on a voulu vraiment
faire un lieu totalement inclusif. Cette rénovation s'accompagne également de nouveaux horaires élargis pour faciliter les démarches administratives. Un pôle pédiatrique a ouvert sur Alès Agglomération. Située à Méjeanne-les-Alès, la Maison des Colibris regroupe une douzaine de soignants médicaux et paramédicaux. Pédiatres, diététiciennes, consultantes en lactation, orthoptistes, ostéopathes, psychologues, kinésithérapeutes pédiatriques, psychomotriciennes et puéricultrices répondent toutes aux besoins spécifiques de l'enfant. Regrouper tous ces professionnels dans une seule structure était un projet innovant et ambitieux porté à bout de bras par la pédiatre Claire Le Guénou. Donc, l'idée de la Maison des Colibris, c'était de créer un lieu dédié à l'enfant, à hauteur d'enfant, et puis de permettre aux familles aussi d'avoir un lieu bien identifié pour le soin pédiatrique. Et à côté de ça, il y avait un besoin des professionnels, c'est-à-dire que l'exercice isolé a besoin, moi je pense, de complémentarité, de pluridisciplinarité. Et donc, il fallait créer ce lieu pour permettre en fait cette facilité des échanges, cette coordination un peu des moyens et des possibilités, des compétences. Mise en lumière par les États généraux de la santé, organisés par Alès Agglomération en 2023, le projet a pourtant failli ne pas aboutir, puisque contre toute attente, l'Agence régionale de santé ne l'a pas labellisé. La raison ? Un nombre insuffisant de médecins traitants au sein de la structure. Une non-labellisation qui change forcément le projet initial et qui implique aussi de nombreuses contraintes. Pour pouvoir accéder à certaines facilités du monde des soignants, on nous demande de pouvoir justifier d'une mission d'intérêt public. Et le non-soutien, la non-labellisation ne permet pas cette justification. Et donc on se retrouve avec des portes qui se ferment sur d'éventuelles aides qui auraient pu découler de ça. Après des mois d'attente et grâce à la ténacité de son équipe, la Maison des Colibris a pu ouvrir ses portes au mois de septembre pour accueillir ses petits patients. Ce projet audacieux inspire déjà, puisque l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite s'en inspirer pour ouvrir une structure sur le même modèle. Le parcours, le freestyle ou le tricking, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça vous parle ? On en discute tout de suite dans Talent d'ici. Louis Amador m'a rejoint sur le plateau. Salut Louis. Bonjour. Alors tu pratiques une discipline originale et assez méconnue qui s'appelle le tricking, je crois. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le tricking, c'est un mélange de plusieurs sports. On va y retrouver de la danse, des arts martiaux, de la gymnastique, plein de sports dans ce domaine-là. On va le mixer à sa sauce en fait, et là, ça peut donner lieu à toutes sortes de mouvements. Donc on va y retrouver généralement beaucoup d'acrobatie, avec des coups de pied en fait, et c'est ça qui m'a attiré dans ce sport. Parce que tu as seulement 17 ans, et depuis quand est-ce que tu pratiques cette discipline et comment est-ce que tu l'as découverte ? Alors j'ai eu mes 18 ans il y a pas longtemps. Là. Joyeux anniversaire en retard alors. Pas de souci. Mais je l'ai découvert, alors faut savoir que j'ai commencé par le parcours et le freerun, donc ça parle plus, il y a Makassi. Oui. Donc j'ai commencé, j'étais en primaire, donc j'ai évolué, puis au fil du temps j'ai découvert cette passion sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, et c'est là que ça m'a donné une vision d'un autre sport en fait. Et ça m'a plus plu, donc je me suis orienté dans le sport et maintenant ça fait à peu près 9 ans que je pratique. Déjà ? Oui, ça passe vite. Comment est-ce que tu t'entraînes ? Est-ce que c'est une discipline qui se pratique en club ? Alors ça peut se pratiquer en club, mais en France c'est pas énormément développé. On n'a qu'une seule grande salle où on va avoir une seule compétition, le Temple Gathering, c'est à Paris. Et à part ça, non, on va plus retrouver des clubs de parcours, freerun, classique. C'est pour ça que moi, j'ai participé à Alès Audace pour essayer de gagner et d'ouvrir ma propre salle de tricking. Le prochain concours Alès Audace qui aura lieu au printemps du coup. C'est ça, exactement. Tu t'es inscrit pour pouvoir ouvrir ta propre salle. Oui. Il me semble qu'actuellement, tu donnes déjà des cours depuis la rentrée. Oui, j'ai le club de taekwondo de Rousson. J'aide les gens qui veulent apprendre cette discipline, je leur donne des cours. Et je crois que tu cherches aussi des sponsors. Alors j'aimerais des sponsors, oui, ce serait pour pouvoir bouger, faire des événements, participer à des compétitions, essayer de voyager, tout ça, dans mon sport en fait. Donc ton objectif c'est de faire connaître un peu plus le trekking sur le territoire déjà, et puis toi aussi peut-être de te professionnaliser à l'étranger. Je ne sais pas si en France il y a des professionnels. J'en connais pas vraiment. Mais on va dire qu'à ce jour, j'arrive quand même à en vivre. J'essaye de le démocratiser en faisant des spectacles. J'ai pu participer au spectacle de Noël
avec l'association Garo Gambette. C'est super bien passé, c'était incroyable. J'ai fait à Seven Ink, le salon du tatouage. J'essaie de me porter volontaire en fait un peu partout pour pouvoir le développer et le faire voir à un peu tout le monde. Est-ce que tu t'es déjà blessé? C'est une discipline qui est dangereuse ou risquée? Je me blesse assez rarement, mais je me suis déjà cassé le fémur. Ah oui. Alors bon, c'était en faisant du trampoline, mais c'est, on va dire, ma plus grosse blessure. Après, oui, on se fait toujours un petit peu mal dans ce sport, comme dans tous les sports. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas et qui aimerait découvrir, par exemple? Je dirais que c'est beaucoup tiré du freerun et du parcours, parce que les personnes qui vont pratiquer ces disciplines vont automatiquement, aujourd'hui, comme c'est tellement développé, découvrir le trekking, et on va le retrouver en fait aujourd'hui de partout. Mais moi, je l'utilise vraiment. Je pratique aussi souvent le parcours et le freerun, mais on va dire que ma base, c'est vraiment le trekking. D'accord. Est-ce qu'il y a des compétitions de prévues, je crois, peut-être en région parisienne, en France? Alors, c'est déjà passé, c'est le Temple Catering, ça lié une fois par an. Mais la plus grosse compétition, c'est le Hawk Tournament. C'est à Amsterdam, et c'est là où tous les meilleurs du monde se réunissent. Et c'est juste incroyable. Est-ce que c'est une compétition que tu vises, du coup? Si possible. Moi, je vise tout ce qui est dans mon possible. J'essaie vraiment de... Je vois très haut, je rêve, donc... Oui, tant mieux. Si je peux y participer, je le ferai. D'accord. Donc on rappelle que tu donnes des cours à Rousson, donc Exactement. Ça peut intéresser peut-être certaines personnes qui nous regardent. Et merci beaucoup Louise d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre Louis Amador sur Instagram, sur ta page Instagram, louis.leking.30. C'est ça, exactement. On peut me trouver avec mon nom et mon prénom normalement. Super, merci beaucoup et on te souhaite vraiment plein de réussite dans tes projets en 2025. Merci à vous. Comme vous le savez, notre territoire a la chance d'avoir un patrimoine culturel très riche et c'est justement ce que met en valeur la rubrique Histoire d'ici. Vous présentez un site culturel de l'agglo en seulement 3 points avec un lieu, un objet, une anecdote. C'est le challenge de la série Histoire d'ici. Pour ce premier épisode, nous partons tout au nord d'Alès Agglomération à Aujac pour vous faire découvrir ou redécouvrir le Cheylard d'Aujac. Ce château est surnommé la Sentinelle des Cévennes parce qu'il surplombe à la fois le Gard, l'Ardèche et la Lozère. Il a été construit à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle pour symboliser à la fois la puissance de l'évêque d'Uzès et de la famille d'Anduze. L'originalité de ce château, c'est qu'il a été vendu comme bien national à la Révolution française et acheté en 1795 par la famille de roturiers qui s'en occupait à ce moment-là. Et d'ailleurs, il lui appartient toujours. Marlène Léautier, châtelaine et propriétaire des murs, nous a ouvert les portes de ce château digne d'un conte de fées. Bonjour, je m'appelle Marlène et j'habite ici au château d'Aujac. Donc j'ai toujours habité ce lieu et j'ai à cœur de le faire découvrir. Donc avec toute une équipe, on essaie de le faire vivre du mieux que l'on peut. Et aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de vous le faire visiter en 3 points. C'est la chambre du chasseur au XVIIIe siècle, que j'aime beaucoup. Il y a plein de petits objets, plein de petits détails typiques de cette période-là. Vous avez le lit, par exemple, ici, qui est un lit typiquement 18e. C'est un lit à la polonaise, qui était très en vogue à ce moment-là. Et notamment aussi des céramiques qui sont très représentatives, figuratives. Il faut aimer, c'est vrai. Mais on aimait bien sur les tables avoir les animaux. D'où ce plat, effectivement, tout le monde reconnaît ce que c'est. Voilà, c'est un lieu qui est très agréable, qui fait un petit peu cocon, comme ça, avec les tapisseries, l'enduit. Enfin, c'est un lieu qui est propice à la réflexion, à la méditation, et où on peut se reposer tranquillement. C'est une bulle équestre. Alors, qu'est-ce que c'est une bulle équestre? C'est un seau en plomb. Et celui-ci est du fin XIIe, début XIIIe siècle. C'est un petit peu la naissance finalement du château. Alors, bulle équestre du seigneur d'Anduze, parce que le seigneur est représenté à cheval sur les 2 côtés. Sur un côté, il part à la guerre, et l'autre côté, en fait, il part à la chasse. Et il est en train de tuer quoi? Un sanglier. Et l'anecdote rigolote, c'est que c'est grâce à un sanglier que l'on a retrouvé cette bulle équestre. Parce qu'ils font de gros trous, les sangliers,
Et un jour, lors d'une promenade, on a vu cette pièce un peu claire sur la terre. Et qu'est-ce que c'était ? Eh bien, la bulle équestre du seigneur d'Anduze. C'était peut-être un ancêtre du sanglier qui a déterré la bulle équestre au pied du château. J'ai encore eu des visiteurs qui venaient me raconter leur visite, qui ont eu la chance de pouvoir visiter le château avec ma grand-mère, Augusta, qui était une petite dame très dynamique. Alors ils en gardaient un souvenir ébloui, et notamment quand ils étaient à la cime de cette autoronde. Parce que ma grand-mère, ne leur demandant pas s'ils avaient le vertige ou pas, les emmenait sur les machicoulis en leur disant « Venez, et de là, vous verrez, vous avez une belle vue ». Alors les visiteurs qui à l'époque étaient jeunes suivaient ma grand-mère et ils me disaient « Ben oui, quand même, on ne voulait pas avoir l'air trop stupide ». Elle galopait sur ses machicoulis, mais nous, on était un peu moins rassurés. Et moi, j'aime beaucoup cette anecdote-là parce que ça montre bien le caractère de ma grand-mère qui était un sacré petit bout de femme. Le challenge est terminé. Vous avez découvert le château avec 3 points. Bon, j'espère que ça vous aura donné l'envie de venir visiter et de venir découvrir le site plus longtemps et on serait ravis de vous accueillir. Il y a également une cagnotte qui est mise en place avec la Fondation du patrimoine. Nous avons eu la chance de bénéficier du loto du patrimoine, mais pour nous permettre d'envisager les travaux, nous avons besoin aussi de votre soutien. Donc cette cagnotte est en place jusqu'à fin 2025 et si vous voulez participer, c'est bien volontiers, en vous remerciant. Alors à bientôt au Château d'Aujac. Voici les temps forts du mois de janvier dans l'agenda. Bonjour Romain, bonjour Grégory Florin. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'Alestrem qui est le grand événement de ce mois de janvier. Bonjour Laura, tout à fait. On a un événement spectaculaire qui va avoir lieu les 25 et 26 janvier. Ça s'appelle l'Alestrem. C'est une course d'enduro extrême de moto. C'est la 10e édition. Donc c'est 2 jours de sport mécanique au pôle mécanique à Cévennes, à Saint-Martin-de-Valgalgues. On est aussi sur le site de Mercoirol autour de Laval-Pradel. Donc on a 550 pilotes amateurs et professionnels, dont les meilleurs mondiaux qui vont s'affronter donc pendant 2 jours. Le spectacle est entièrement gratuit. Vous avez tout un système de navettes, etc. Vous avez un programme qui va sortir mi-janvier, disponible sur le site d'Alestrem et aussi disponible en papier dans les lieux publics, les commerces, etc. Il y aura un relais aussi qui sera fait sur notre site alès.fr. Donc maintenant, je vais vous présenter Greg qui est avec nous. Greg, tu es le président du motoclub Welcome TT. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'enduro extrême ? Bonjour à tous. L'enduro extrême, c'est un mélange de disciplines entre le trial et l'enduro. C'est avant tout c'est un sport d'endurance, quelque part, et d'agilité. Donc on va demander aux pilotes de partir crescendo, dans un rythme assez effréné quand même, parce que c'est des difficultés quand même croissantes, et de finir au bout de 7 heures de course, 7 heures ou 8 heures ou 9 heures, ça dépend certains pilotes, pour aller le plus loin possible avec des obstacles qui sont au fur et à mesure qui montent d'échelle en échelle. Combien vous avez eu de finishers de l'épreuve l'an dernier ? Alors on a 2 catégories. On a la catégorie pro, où là ils font 3 tours de parcours, et la catégorie amateur. En catégorie pro, on a eu 6 finishers l'année dernière. Sur 500 pilotes ? Sur 100 pro. 100 pilotes inscrits en pro. Et sur les 550 pilotes, après, enfin les 450 qui restent derrière en amateur, on a à peu près 120-130 pilotes qui finissent, en moyenne. Ça dépend des années. On a eu des années à 30 pilotes, et d'autres années jusqu'à 200 pilotes. C'est vous dire le niveau très élevé d'exigence de cette course. Greg, qu'est-ce qui rend Alestrem si populaire ? Je pense que c'est un partage de passion entre tous les bénévoles du club, entre tous ceux qui sont qui donnent, qui nous aident pour réaliser cet événement, que ce soit nos partenaires, les communes et tout ça. Et ce partage de passion, ça fait que ça crée une émulation énorme tout autour de ça. Et forcément, les pilotes, quand ils viennent, ils sont très bien reçus. Il y a du spectacle gratuit de partout, sans arrêt. Au cours de 2 jours, en fait, c'est un défilé de chutes. Bon, ça c'est un petit peu dommage des fois, mais par contre, des réussites sur des gros obstacles. Et ça plaît à l'ensemble du monde. Ok, super. Pour cette 10e édition, quelles sont les nouveautés ? Quelle est la nouveauté que vous allez nous proposer au niveau de l'organisation ?
Alors, on a quelques petites nouveautés, on n'en a pas des millions, mais on en a une particulièrement, c'est-à-dire que le prologue cette année va se faire sur le pôle mécanique d'Alès. Ça va permettre en fait au public de rester toute la journée sur le pôle mécanique d'Alès pour voir un petit peu le spectacle. Du matin jusqu'au soir, en fait, il y aura des activités. C'est une nouveauté, on l'a eu fait pendant le Covid, mais en format très réduit. Là, on va allonger la spéciale qui sera un peu plus longue que même celle du centre-ville, habituellement. Donc, ça promet du beau spectacle, apparemment. Super, merci. Et enfin, je crois qu'on a aussi la possibilité de venir en famille à un événement en marge d'Alestrem le vendredi, juste avant la course. Qu'est-ce que c'est exactement et où ça se trouve ? Exactement, en fait, c'est la fan zone. Ça se passe en fait sur le petit village de Saint-Martin-de-Valgalgues, qui nous accueille chaque année, où il va y avoir en fait une démonstration de trial faite par Arnaud Faré, qui est un pilote du mondial actuellement. Et c'est Charcot qui nous le met à disposition pour faire cette démonstration. Et aussi, on aura une école de mini-moto, en fait, ça leur permettra de découvrir la discipline, organisée par le Motoclub de Bagnols-sur-Cèze, qui est un gros club, en fait, trial de la région. Des mini-motos électriques. Électriques, en plus. Voilà, okay. Pas de bruit. Merci, Greg, pour la présentation de cet événement. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Romain, est-ce qu'il y a autre chose sur le territoire à présenter pour ce mois de janvier ? Alors, dans l'agenda du mois de janvier-février, vous avez énormément d'événements. Vous pouvez les retrouver évidemment dans le journal de l'Agglo. Moi, ce que je voulais vous parler, si je te dis, Laura, panier garni, carton plein, à quoi ça te fait penser ? Les lotos, bien sûr. Évidemment. Les lotos, on a plus d'une 50aine de lotos qui sont répertoriés pour le mois de janvier jusqu'à début février. Vous pouvez retrouver toutes les dates dans le journal de l'Agglo. Le loto, c'est du lien social. C'est dans tous les villages de l'Agglo. Vous pouvez justement aider une association locale, que ce soit sportive, culturelle. Et puis, vous pouvez peut-être repartir pas les mains vides, avec un panier garni justement, des jambons, du vin, etc. Donc c'est dans le journal de l'Agglo, toutes ces dates, et sur alès.fr dès maintenant, et puis peut-être dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Mais merci à tous les deux de nous avoir présenté cet agenda du mois de janvier. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas le Facebook Live du président le mardi 28 janvier. Quant à la prochaine émission, elle sera postée sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la ville d'Alès et de l'agglomération le 4 février. N'oubliez pas que vos idées de sujets, vos questions, vos remarques sur l'émission sont toujours les bienvenues. Vous pouvez nous en faire part à l'adresse email l'émission@alessagglo.fr. Encore une excellente année 2025. Merci, à bientôt.